Le système nerveux peut être divisé en système nerveux central et en système nerveux périphérique. Le système nerveux central contient lui-même moelle épinière et encéphale. Nous allons aborder dans cette vidéo la moelle épinière. La moelle épinière est logée dans la colonne vertébrale qui lui sert de protection. Vous avez ici une coupe transversale de vertèbres avec la moelle épinière à l'intérieur. Les différentes légendes ne sont pas à connaître, mais nous allons voir les éléments qu'il vous faut comprendre pour réaliser une colle. À l'oral, on peut vous fournir un squelette. Il vous faudra alors cibler la colonne vertébrale et voir les différentes vertèbres dans lesquelles passe un creux central, c'est là que se loge l'axe de la moelle épinière, et voir sur les côtés différentes ouvertures d'où sortent les nerfs en provenance de la moelle épinière, et ceci de façon bilatérale. La moelle épinière présente des régions blanches, appelées substances blanches, et des régions naturellement grises, appelées tout simplement substances grises. La forme particulière de cette substance grise ainsi que les différences au niveau des départs des nerfs entre les deux faces permet de distinguer la face dorsale de la face ventrale. Il y a ici une polarité dorso-ventrale marquée que l'on détaillera par la suite, mais un côté gauche et un côté droit symétriques. Donc il y a une symétrie bilatérale. La polarité structurale va de pair avec une polarité fonctionnelle que nous allons détailler. Les principaux rôles de la moelle épinière sont la réception des informations sensitives provenant de la périphérie et d'informations venant de l'encéphale. Elle assure l'intégration de toutes ces informations et transmet des commandes motrices, commandes venant de l'encéphale ou élaborées par la moelle épinière elle-même. Ces commandes vers les cellules effectrices transitent via ces 31 paires de nerfs rachidiens. Le sens de circulation des informations dans la moelle épinière se fait toujours dans la même direction. Sur ce schéma, la face dorsale est représentée en haut, la face ventrale en bas. L'information sensitive, c'est-à-dire la voie afférente, arrive toujours via la racine dorsale. On a pris ici l'exemple d'un neurone sensitif provenant de la peau, mais on aurait pu en représenter d'autres. Il y a au niveau de la moelle épinière systématiquement un neurone en T qui passe par le ganglion rachidien. Au niveau du ganglion rachidien sont concentrés les corps cellulaires de ces neurones en T, encore appelés neurones ganglionnaires. Ici n'a été représenté qu'un seul neurone, mais bien sûr en réalité il y a plusieurs milliers de neurones à l'intérieur de ce ganglion. Donc, sur cet exemple, nous avons la partie dendritique, la partie somatique, puis la partie axonique qui arrive systématiquement par la face dorsale. Au niveau de la substance grise de la moelle épinière sont présents des interneurones, c'est-à-dire neurones entre deux autres neurones. Ici est présent un neurone de type unipolaire. Il va y avoir ici transmission de l'information nerveuse qui, dans notre exemple, est véhiculée vers un autre neurone de type ici motoneurone vers, par exemple, un muscle ou une glande qui va réagir. Là encore, nous avons représenté un seul neurone, mais il y a en fait un grand nombre de neurones qui véhiculent l'information
efférente, c'est-à-dire qui part, ou encore information motrice. Cette information motrice part systématiquement par la racine ventrale pour commander l'organe effecteur. Ici, on aurait pu représenter sur le corps cellulaire différentes dendrites. On a souvent là un neurone qualifié de multipolaire, c'est ce qui a été représenté sous la forme un petit peu étoilée ici à gauche. Donc on a un sens de circulation face dorsale, puis face ventrale. La substance grise est la substance dans laquelle on retrouve les corps cellulaires d'un grand nombre de neurones, d'interneurones et de motoneurones. La substance grise est naturellement grise car il n'y a pas à l'intérieur de gaine de myéline. Par contre, toute la substance qui est de type blanche contient de la gaine de myéline. Donc on a ici, même si ce n'est pas représenté sur ce schéma, des parties gaine de myéline dans la partie blanche. Donc ici, on a un sens de circulation unidirectionnel. Il peut y avoir également des informations entre la moelle épinière et l'encéphale, des informations qui vont de la moelle épinière vers l'encéphale ou des informations descendantes de l'encéphale vers la moelle épinière. On voit sur ce schéma tous les transferts d'informations. La moelle épinière a un rôle de transfert à la fois d'informations sensitives, mais aussi d'informations motrices. Donc les deux rôles que l'on avait cités précédemment. Et la moelle épinière a également un rôle d'intégration puisqu'elle va faire le bilan d'un grand nombre d'informations sensitives qui lui arrivent de l'extérieur ou d'informations qui lui arrivent de l'encéphale pour élaborer des commandes qui vont aller vers les organes effecteurs. L'ensemble des informations que nous venons de voir vont vous permettre d'analyser des coupes transversales de moelle épinière. Vous commencerez comme toujours par une vue d'ensemble, soit à la loupe, soit à l'œil nu. On repère en périphérie de la moelle épinière un ensemble fibreux qui sert d'irrigation, de nutrition et de protection à la moelle épinière. Ce sont les méninges, un ensemble de tissus conjonctifs. Substance blanche et substance grise sont bien différenciables. Blanche et grise sont les couleurs naturelles, mais il peut y avoir d'autres couleurs suivant la coloration effectuée sur votre préparation microscopique. La substance grise a une forme un peu en papillon, avec une dissymétrie bien marquée sur la face dorsale et la face ventrale. La face dorsale présente des pointes assez effilées qui se rapprochent de la périphérie, alors que sur l'autre face, une zone plus trapue et plus éloignée de la périphérie. Ceci nous permet de distinguer ici le dos qui est en haut et le ventre qui est en bas. La substance grise pourra ainsi être divisée en corne dorsale, corne latérale et corne ventrale. Pour la substance blanche, on parlera de cordon dorsal, latéral et ventral. On peut distinguer des sillons, des zones un peu cavitaires plus ou moins marquées, sillon dorsal, et d'autre part un sillon ventral également plus ou moins marqué. Au centre de la moelle épinière, un canal appelé canal de l'épendyme qui ici a été un peu écrasé par la préparation, mais on peut y voir parfois une lumière.
Sur les côtés de la moelle épinière partent des nerfs qualifiés de nerfs rachidiens ou nerfs spinal. Ces nerfs proviennent de racines avec la racine dorsale sur laquelle se trouve une zone d'épaississement, d'élargissement, le ganglion rachidien ou ganglion spinal, et enfin sur la face ventrale, la racine ventrale. Tout ceci avec une symétrie bilatérale. Il ne faudra pas oublier de repérer différents vaisseaux sanguins. On peut éventuellement à la loupe repérer des vaisseaux sanguins de gros calibre, de type artère ou de type veine. Il ne faudra pas oublier l'incidence de coupe. Prendre en compte le fait que la moelle épinière est une structure tridimensionnelle à la base et qu'ici on en a fait une coupe. Le plan de coupe peut avoir une incidence sur ce qui est visible. Ici, nous avons présenté une coupe transversale de moelle épinière idéale avec le maximum de structures visibles. Mais vos préparations microscopiques ne présenteront pas systématiquement autant d'éléments. Reprenons le schéma d'ensemble de la moelle épinière pour illustrer cette notion d'incidence de coupe. Sur la photo précédente, nous avons vu une photo idéale avec une coupe qui passe par les racines dorsales ventrales, par les nerfs et par la partie principale de la moelle épinière. Mais il peut y avoir des coupes qui sont toujours des coupes transversales, mais cette fois-ci qui passent en dehors des racines et des nerfs. À ce moment-là, la coupe ne présentera que la partie principale centrale de la moelle épinière. Il peut y avoir également des coupes un peu plus obliques par rapport aux précédentes, où il y a uniquement le ganglion rachidien d'un côté qui est coupé, ou alors tous les cas de figure intermédiaires sont possibles avec deux ganglions rachidiens coupés, le gauche, le droit, des fois la racine dorsale d'un côté, des fois l'autre racine dorsale, etc., etc. Voyons ici un exemple. On trouve au centre la partie principale de la moelle épinière. On distingue ici en bas à droite une masse qui correspond à un ganglion rachidien. L'espèce de fil correspond à l'ensemble des méninges qui se sont décollés de la surface de la moelle épinière. Et à gauche, on peut repérer deux petites expansions. Expansions qui correspondent à des racines. Pour pouvoir distinguer si elles sont dorsales ou ventrales, il faut prendre en compte la forme de la substance grise qui ici est colorée en bleuté, mais avec un bleu un petit peu plus foncé que le reste. On voit l'aspect ici en papillon qui nous permet de voir la partie corne dorsale vers le haut avec sa forme effilée vers la périphérie et la racine ventrale plutôt vers le bas, donc le ventre vers le bas. On pourra ainsi déterminer qu'en haut, nous avons affaire à la racine dorsale et en bas à la racine ventrale. Sur ce plan de coupe, ces racines ne sont présentes, n'ont été coupées que d'un côté, pas de l'autre. Une fois la vue d'ensemble analysée, il faudra zoomer avec un grossissement plus important pour distinguer les éléments de la substance grise et de la substance blanche. Donc, nous allons voir ici la jonction entre les deux. Pour analyser correctement substance grise et substance blanche, il faut bien garder à l'esprit la différence de composition de ces substances qui donnent une couleur différente.
la substance blanche étant pourvue de myéline, alors que la substance grise en est dépourvue. Dans les deux cas, on trouvera des cellules de soutien, cellules gliales, et des cellules nerveuses. Mais dans le cas de la substance blanche, les prolongements cytoplasmiques des cellules nerveuses pourront contenir de la myéline. Donc certains prolongements auront de la myéline, mais pas forcément tous. Alors que dans la substance grise, les prolongements des cellules nerveuses n'auront jamais de myéline. Donc axone non myélinisé. Voyons ce que ça donne sur les zooms. On peut repérer ici une cellule de soutien avec un noyau relativement aplati, cellule de soutien qui forme ici une gaine de myéline qui a été dissoute, ça donne un vide sur la préparation microscopique, blanc. Cette cellule de soutien, cette cellule gliale, comme on est dans le système nerveux central, c'est un oligodendrocyte. Pour les cellules nerveuses, certaines sont non myélinisées, d'autres sont myélinisées. Axones non myélinisés, on peut en voir par exemple ici sous forme de coupe longitudinale de fibres colorées ici en marron. On a d'autre part des portions d'axones myélinisés, là en coupe longitudinale sous forme allongée. Là encore, la myéline laisse un vide sur la préparation, elle a été dissoute quand on a effectué la préparation microscopique. Et dans d'autres cas, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il peut y avoir la gaine de myéline sous forme de coupe transversale. Donc on a ici ou encore ici une gaine de myéline représentée en blanc, le vide, et la petite masse centrale qui ici est marron, qui correspond au cytoplasme de l'axone coupé en coupe transversale. Dans la substance grise, les cellules de soutien sont présentes aussi, avec ici par exemple des cellules pour lesquelles on repère un noyau, éventuellement un cytoplasme relativement petit. Là, on est dans le système nerveux central, on a ici des cellules de soutien de type astrocyte. On trouve des cellules nerveuses, par exemple ici un motoneurone avec la partie corps cellulaire pour laquelle on repère bien la membrane plasmique, le contour, le cytoplasme un petit peu plus clair et le noyau plus sombre ici au centre. Là, on peut émettre l'hypothèse que c'est le corps cellulaire d'un motoneurone avec sa forme relativement étoilée. C'est un neurone de type multipolaire avec de nombreux prolongements, de nombreux pôles ici, de nombreux prolongements cytoplasmiques qui correspondent soit des axones, soit des dendrites. On ne pourra pas distinguer sur cette coupe, mais axones et dendrites non myélinisés dans cette partie substance grise. Donc cette portion est non myélinisée, mais l'axone peut se poursuivre après dans la substance blanche et à ce moment-là devenir partie myélinisée. L'ensemble des structures fibreuses qui constituent le fond de cette substance grise correspond à des prolongements cytoplasmiques non myélinisés. Cet ensemble d'enchevêtrements de prolongements cytoplasmiques est appelé neuropile. Une fois l'analyse de la substance grise et de la substance blanche effectuée, il faudra analyser éventuellement, si le plan de coupe passe par lui, l'organisation du nerf rachidien. Ceci, on le détaillera dans une vidéo ultérieure.
et analyser également un ganglion rachidien si la coupe en présente un. Nous rappelons ici que le ganglion rachidien présente différents types d'éléments, à savoir des prolongements cytoplasmiques, dendritiques et axoniques, mais également une partie corps cellulaire de neurones en T. Donc on va rechercher ceci sur la préparation microscopique. Comme on peut le voir ici, le ganglion rachidien va présenter une enveloppe périphérique assez dense, c'est une gaine conjonctive qui est en continuité avec les méninges. On aura un ensemble de structures circulaires qui correspondent à des coupes du corps cellulaire des cellules nerveuses de type cellules ganglionnaires, encore appelées neurones en T. Et le reste sera constitué d'éléments linéaires, des prolongements cytoplasmiques de ces neurones en T, soit axones, soit dendrites. Donc on peut aussi appeler neuropiles. Et dans cette partie, ces éléments cytoplasmiques sont non myélinisés. S'il vous est demandé de faire une diagnose en col, n'oubliez pas de présenter les différents niveaux d'organisation, de justifier d'abord que c'est un organe de type animal. Je vous renvoie au TP sur le pancréas, pour lequel vous avez les justifications donc de cellules, la cellule étant une structure formée d'une membrane plasmique, d'une information génétique et d'un cytoplasme. Attention ici, je rappelle que ceci ne doit pas être présenté de façon totalement théorique, mais pratique. Pour justifier la notion de cellule, il vous faudra obligatoirement faire des changements de grossissement, passer un grossissement important pour montrer par exemple la partie corps cellulaire d'un neurone et vraiment montrer l'information génétique, le cytoplasme et la membrane plasmique. Ensuite, cellule de type eucaryote, vous pouvez reprendre la même cellule en montrant qu'il y a un noyau. Pluricellulaire, en montrant toujours avec un grossissement important que différentes cellules sont présentes, et ainsi de suite. Donc il vous faudra faire des allers-retours avec des grossissements plus ou moins importants, mais vraiment justifiés à partir de la préparation microscopique en utilisant le grossissement adéquat. Donc pour aller jusqu'à tissu, ensuite vous justifierez que c'est une partie du système nerveux, donc en montrant par exemple des neurones, et plus précisément que c'est la moelle épinière. Donc pour ça, montrer que c'est la moelle épinière, il vous suffit tout simplement de donner les différentes légendes que nous avons présentées avec substance grise, substance blanche, l'organisation dissymétrique et le détail de la composition de la moelle épinière.